Alors pour finir ce survol de ce que c'est que le learning aujourd'hui, j'ai appelé Marion Breleux, directrice digitale de Abilways et qui arrive tout juste de Copenhague. C'est ça. Merci beaucoup Marion. Merci. Donc du coup, on va peut-être commencer par présenter Abilways en digital. Ce que vous faites. Allons-y. Alors en fait c'est un peu particulier. Moi j'ai créé une start-up interne au sein du groupe Abilways, qui est un organisme qui réunit plusieurs marques. Les plus connues sont souvent le CFPJ sur communication immédiate, ISM sur le marketing, Pyramide sur tout ce qui est création graphique et communication visuelle. Enfin il y a plein d'autres marques. Et en fait il y a 3 ans on a réalisé que si on rassemblait toutes nos offres qui avaient trait à l'accompagnement ou à l'évolution digitale des métiers, on avait en fait l'offre la plus profonde sur le marché. Et donc on a décidé de créer une entité, de partir de zéro en fait, pour adresser un besoin qui était émergent à l'époque, qui était le besoin autour de la transformation digitale, qui avait la particularité d'être un besoin global hors silo, avec cette figure émergente du CDO, du Chief Digital Officer, qui adressait vraiment tous les projets de transformation digitale de l'entreprise. Alors qu'on était, nous, dans une organisation qui était très en miroir avec l'organisation des entreprises, c'est-à-dire en vertical métier, qu'on accompagnait chacun dans leur couloir de nage. Voilà. Et puis il y avait aussi cette MOOC mania qui était à son point émergent. Donc on avait aussi ce sentiment que c'était difficile d'être entendu comme étant un acteur innovant sur un marché où finalement il y avait une sorte de prime aux nouveaux arrivants, où tous les pure players étaient regardés avec des yeux pleins d'amour, et les acteurs historiques étaient un peu regardés comme étant des dinosaures incapables de se renouveler ou de faire des choses différentes. Et donc on a aussi créé cette entité pour vraiment créer une sorte de lab d'innovation. On allait pouvoir se permettre de faire des choses disruptives, nouvelles, parce qu'en fait on n'avait pas de legacy, on n'avait pas d'histoire, on partait d'une feuille blanche. Donc c'était aussi une aventure assez chouette de ce point de vue-là, c'est de pouvoir partir from scratch. Super. Et du coup vous avez créé des pédagogies. Ouais. L'idée, c'était vraiment, vous vous êtes développé autour du renouveau des pédagogies. Ouais, tout de suite, il y avait cette idée d'être un peu un lab autour des nouvelles pédagogies. On a beaucoup fait des choses par intuition au départ, en disant, en fait, comme notre sujet, ça va être la transformation digitale, on va aller chercher tout ce que font les communautés autour du web ou du développement qui nous semble intéressante à intégrer dans des parcours pédagogiques ou dans une pensée pédagogique. Donc au début, on est parti avec quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire de se dire on va plus faire forcément des conférences, on va faire des barcamps, on va essayer de monter des hackathons autour du learning, etc. Ça n'a pas été super bien reçu à l'époque. En fait, on avait un retour sur le principe qui était très positif, les gens étaient hyper attirés par ce type d'approche. Mais en même temps, sauter le pas était très compliqué parce que c'était fondamentalement nouveau. Et puis on n'avait pas forcément de POC. On avait fabriqué des choses, mais on n'avait pas forcément expérimenté dans le dur. Donc il avait vraiment fallu qu'on fabrique petit à petit des expériences pour prouver que les intuitions qu'on avait étaient les bonnes. Et aujourd'hui, en fait, on a développé une pédagogie qui est autour de 3-4 grands principes clés. On essaie vraiment d'avoir une pensée qui est orientée user, ce qui peut paraître en fait assez bateau dans un univers digital, mais en fait quand on est dans le milieu du learning et de la formation, on s'aperçoit qu'on a une pensée très orientée solution et pas du tout une pensée orientée apprenant. C'est-à-dire qu'on va d'abord se dire je veux faire un MOOC ou je veux faire de la réalité virtuelle avant de se dire ok, alors du coup qu'est-ce que je vais choisir comme thématique pour faire ça. On a un peu tendance à cocher des cases pour choisir des pédagogies. Également un principe phare qui est en fait on a commencé à se dire que rien n'était impossible. Or dans le présentiel on a tendance à penser que le présentiel n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'une formation présentielle, c'est 12, 15 personnes dans une salle en U autour d'un monsieur ou d'une dame qui sait et qui va transmettre son savoir de manière plus ou moins descendante, mais assez linéaire malgré tout. Et en fait, on a commencé à faire des expérimentations où les contraintes du cahier des charges, c'était on a 1 heure pour former 100 personnes à l'utilisation de Twitter. Et au total, on doit faire passer 5 groupes de 100 personnes dans une journée, mais vous avez 1 heure à chaque fois. Et on ne s'est pas dit que c'était impossible, on s'est dit que c'était possible. Et du coup, on a
prouvé par là même qu'en fait, on pouvait faire du scalable en présentiel, on pouvait faire de la mise à grande échelle en présentiel. Mais ça nécessite de complètement inverser son processus pédagogique, qui est d'avoir vraiment quelque chose qui est centré sur le faire, la manipulation. Parce que quand vous avez 100 personnes dans la salle, c'est très différent pour apprendre. Vous n'allez pas pouvoir forcément être à côté de chaque personne comme dans un groupe de 8. Et donc ça change aussi fondamentalement la manière dont on pense la position du formateur, entre guillemets, qui va vraiment être dans une posture de facilitateur. Mais on part du principe qu'en fait les gens ont déjà ces nouveaux savoirs ou cette nouvelle compétence en eux. En fait, on est juste là pour les faire émerger et pour les faciliter. Mais c'est très différent. Et finalement, quand je fais le parallèle avec ce qu'on cherche à faire aussi d'un point de vue culture managériale dans les organisations, je trouve qu'il y a un parallèle qui est très fort. Parce qu'en fait, on passe de cette notion de manager qui est un chef sur qui tout repose et c'est très lourd et c'est parfois très compliqué à faire bouger, vers une posture de manager qui est un peu plus coach ou un peu plus facilitateur. Et en fait, c'est ce qu'on fait dans nos programmes en présentiel. Puis après, on a testé plein de choses. Notre idée, c'était de se dire qu'il fallait qu'on teste en fait en permanence de nouveaux formats. Celui dont un des formats dont je suis le plus fière, c'est les formats des Genius Bar. Où en fait, on a creusé cette idée de faire du scalable en présentiel. Et surtout de répondre à un besoin qui était très mal adressé autour de l'acculturation digitale des collaborateurs, où en fait le seul média qui était choisi un peu par défaut dans les organisations, c'était le MOOC, le passeport numérique, enfin bon, ça a eu plein de noms différents. Sauf que nous, on a été confrontés à des clients qui avaient déjà engagé des sommes hyper importantes dans la fabrication d'un cook, et qui en fait arrivaient au milieu du gué, s'apercevaient qu'un tiers de leur population, ils ne pouvaient pas les toucher parce qu'ils n'avaient pas d'adresse mail professionnelle et qu'ils n'avaient pas de device professionnel. Donc en fait, ils avaient dépensé plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour ne pas toucher un tiers de leur population, qui était en général la population la plus critique à toucher. Et finalement, ce qu'on a réalisé à ce moment-là, si on partait sur une pensée orientée utilisateur, c'est qu'il y avait aussi une sorte de non-sens total à vouloir acculturer des gens au digital en choisissant des publics, enfin, en tout cas en ciblant des publics qui étaient soit réfractaires, soit éloignés du numérique via un outil digital. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on remette un peu d'humain, et c'est comme ça qu'on a créé progressivement des Genius Bar, où en fait on design des ateliers de 15 minutes montre en main sur des sujets qui peuvent être très variés. On va de prendre en main une boîte mail pour les gens qui n'ont jamais touché une boîte mail de leur vie à quel est l'impact de la data sur notre métier, ou comment je peux intégrer des rituels start-up dans mon animation d'équipe. Donc c'est super varié, mais c'est en 15 minutes. Et on va designer un parcours qui ne doit pas prendre plus de 90 minutes dans une journée de travail, en général qui est assez gamifié et qui est très événementialisé. Et ce qui fait qu'on peut toucher 100, 200, 500 et plus de personnes en fait, sur une journée, mais avec des interventions qui n'excèdent pas 90 minutes au total. Et ça, c'était une... Ouais, c'est un... Puis en général, c'est assez génial parce qu'on fait aussi intervenir... En fait, les collaborateurs deviennent des animateurs des ateliers. Donc on les forme à designer, à construire leur atelier, mais aussi à les animer. Et du coup, il y a des trucs assez géniaux qui arrivent. Un des derniers ateliers qu'on a fait comme ça, c'est une femme qui était au contrôle de gestion, qui a animé et designé un atelier sur Snapchat. Et donc voilà, donc déjà en soi, ça peut paraître étonnant. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle a découvert Snapchat pour animer cet atelier. Mais donc ça lui a donné envie aussi de s'auto-former, ça a généré cette curiosité. Et du coup, cet enthousiasme qui est ultra important dans la transmission. Si vous n'êtes pas dans une énergie de transmission ultra positive, c'est difficile de donner envie aux gens derrière d'aller plus loin et de se lancer sur un sujet nouveau ou inquiétant. Voilà. Et justement, est-ce que vous avez vu une évolution des attentes des professionnels en matière de formation ? Ouais. Oui, clairement. Nous, là, on connaît vraiment une super grande phase d'accélération où on sent qu'on a de moins en moins besoin de faire un travail de conviction auprès des entreprises qu'on rencontre. Parce qu'en fait, c'est devenu en quelque sorte... je sais pas, un nouveau standard, un nouveau basique, et donc on a beaucoup moins cette difficulté de prouver en fait aux gens qu'on rencontre que ça fonctionne et que c'est efficace. Après, la complexité, en revanche, c'est que c'est des approches qui sont relativement nouvelles et assez insécurisantes parce que c'est pas du tout un process comme d'habitude où on a un programme qui est super établi avec 20 key points, avec des apprentissages qui sont ultra ciblés. Là, on va faire émerger des choses, donc c'est parfois un peu plus compliqué. Et puis surtout,
nous, on est obligé d'avoir une exigence et de ne pas transiger sur certains éléments qui peuvent paraître hyper accessoires à des partenaires extérieurs. Je prends un exemple, on a monté une conférence un peu malgré nous d'acculturation digitale qu'on a appelée Marre d'être has-been. Et en fait, le titre est hyper important parce que c'est ce qui fait venir les gens. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé en ayant une pensée orientée utilisateur, c'est que des gens qui étaient éloignés du digital se sentaient has-been, se sentaient largués. Et se sentaient largués à la fois au bureau parce qu'on leur parlait un langage qu'ils ne comprenaient pas, et pareil à la maison parce qu'en fait, avec leurs propres enfants, ils sont confrontés à ces mêmes codes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et qui donc génèrent beaucoup de fantasmes et beaucoup d'inquiétudes. Et donc, il y a un moment, si vous ne mettez pas les pieds dans le plat en disant « Ok, il y en a marre d'être has-been », mais qu'on reste un peu dans ce discours, moi que j'appelle du blabla corporate, où on va aseptiser tout le discours parce qu'on est dans l'univers de l'entreprise, qu'on est des gens sérieux, etc., en fait, le truc tombe un peu à l'eau. Et sur d'autres sujets aussi, c'est un des trucs sur lesquels on est pas mal en lutte, alors assez douce, mais on a vraiment un travail de conviction assez fort encore à faire, c'est de pas donner la primauté à la fonction sur l'individu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très ancré dans nos approches dans le learning, je trouve, c'est que on va considérer que quelque chose va fonctionner pour des cols bleus mais ne fonctionnera pas pour des cols blancs, et que pour des executives, par exemple, on doit s'interdire de faire certaines choses. J'ai eu une discussion surréaliste avec un directeur du learning qui voulait vraiment faire bouger son COMEX, et il y avait une vraie volonté de bouger au sein du COMEX, et notamment autour des méthodes agiles. Et dans les méthodes agiles, il y a une très grande expérimentation qui passe par le jeu. Et quand on leur a présenté la séquence pédagogique qu'on proposait d'animer, on a senti vraiment que les gens blêmissaient et se liquéfiaient en disant « Mais vous allez quand même pas faire jouer nos patrons à la balle, quoi. » Si, parce qu'en fait, ça passe par là. Et ce sont des individus. Et je suis sûre que dans leur vie de tous les jours, quand ils ont retiré leur costard de patron, en fait, ils jouent à des jeux. Et voilà. Et de toute façon, si vous prenez le métro, tout le monde joue à Candy Crush Saga. Donc voilà, c'est hyper important pour moi de pas faire prévaloir la fonction sur l'individu, en fait. Et ça génère des approches assez différentes. Oui, donc du coup, en fait, vous êtes vraiment en train de changer tout le jeu autour du learning. Vous renouvelez absolument les cartes et la façon de voir. Vous essayez finalement d'être l'agence disruptive du learning. Vous faites aussi beaucoup de learning expedition. Ouais. Et du coup, peut-être que vous pouvez nous parler de ce que vous avez vu comme grande tendance. Ouais. Je ne sais pas, Californie, Copenhague, puisque vous en revenez, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a 2-3 clés qui vous semblent importantes sur le learning de demain ? Oui, alors en fait, donc il y a un an à peu près, on a fait une learning expédition en Silicon Valley pour rencontrer un peu des acteurs autour de l'éducation et du learning. En fait, moi, ce qui m'a bluffé, c'est que, en général, quand on part en learning expédition dans la Silicon Valley, on s'attend à prendre une énorme claque, à s'apercevoir qu'on est complètement à la rue, qu'ils ont genre 30 ans d'avance sur nous et qu'on est là, nous, à courir derrière dans la vieille Europe. Et en fait, j'ai été assez étonnée de remarquer que, en fait, ils n'étaient pas forcément si en avance que ça, ou en tout cas, personne ne sait comment on apprendra dans 10 ans, dans 20 ans, et personne ne sait quelles seront les tendances vraiment ultra structurantes du learning de demain. En revanche, il y a des choses sur lesquelles ils ont un territoire de jeu qui est beaucoup plus important que le nôtre. Donc là, il y a une avance qui est certaine, c'est sur la data. Et c'est revenu dans toutes les rencontres qu'on a faites. Ils travaillent énormément sur la data et sur l'intégration des learning analytics pour améliorer les processus d'apprentissage. Mais globalement, en fait, les tendances qu'on a pu observer sont pas basiques, mais sont pas révolutionnaires. C'est juste qu'en fait, ils revisitent certaines approches qui peuvent paraître traditionnelles. Les lieux sont hyper ouverts. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé bluffant, c'est que l'ensemble des lieux qu'on a visités sont au service d'un apprentissage qui est partout dans l'organisation. C'est-à-dire que, notamment chez General Assembly, c'est un des endroits qui m'a le plus bluffé de ce point de vue-là, vous n'avez pas que des lieux d'apprentissage dans les salles de formation. En fait, l'apprentissage est généré partout, dans les couloirs, dans les salles, dans les espaces communs, c'est assez étonnant en fait. Déjà, vous pouvez écrire sur tous les murs. Et on a assisté à la sortie d'une formation où en fait des gens ont continué le cours qu'ils étaient en train de prendre, mais dans le couloir.
Et c'était pas du tout l'instructeur ou le prof qui continuait le cours, c'était un des participants qui en fait a pris un feutre et a commencé avec un petit groupe de personnes à continuer leur apprentissage, à continuer leur expérience de learning, mais dans le couloir au milieu de tout le monde. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de reproduire en permanence. Et d'ailleurs, un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, je réfléchis en tout cas, c'est le principe de guérilla learning, c'est-à-dire mettre le learning un peu partout dans l'organisation, mais avec des opérations un peu coup de poing, un peu disruptives, ou pour montrer qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de mobiliser beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour créer des expériences apprenantes. Une expérience apprenante autour d'une rencontre ou d'un échange informel peut être parfois 10 fois plus puissant qu'un truc hyper organisé, hyper structuré. Ce sur quoi ils sont vraiment extrêmement attentifs aussi, c'est sur le mélange des publics. Et donc sur un apprentissage qui est très orienté projet. C'est-à-dire qu'eux considèrent que sur un projet, ils vont mélanger des artistes, des ingénieurs, des étudiants, des entrepreneurs, et ils vont créer une communauté hyper mixte, hyper diverse d'apprentissage autour d'un projet réel et pas du tout hors sol. Et pour eux, pour la plupart des organisations qu'on a rencontrées, c'est crucial d'avoir ce mélange des genres, de générations, d'univers, de fonctions, d'objectifs, parce qu'en fait, c'est ce qui va créer de la richesse. Et c'est ce qui va créer des apprentissages ou en tout cas des chemins un petit peu innovants et originaux. Pour moi, c'est vraiment les deux tendances France, avec forcément ce côté data learning où ils sont quand même hyper avancés, quoi. Est-ce qu'il y a des questions concernant monsieur? C'était curieux. Tout d'abord, une petite remarque. Je parle avec mon expérience personnelle. Faire jouer des exécutifs, ça marche. Il suffit de s'appeler Accenture ou Capgemini et à ce moment-là, la position en fait est suffisante pour pouvoir justement les convaincre que ça peut être intéressant pour eux. J'avais deux points. Tout d'abord, revenir sur les aspects apprentissage rapide pour transformer en fait finalement la vie opérationnelle, on va dire, au quotidien. Je voulais savoir si vous aviez réfléchi à travailler avec des grandes sociétés de software ou des grandes SS2I, notamment quand on déploie, je sais pas moi, un nouvel SAP dans une boîte de 5000 personnes et que derrière, en fait, traditionnellement, on fait les formations à l'appel par groupe de 25, formatés en prenant les slides des SAP et en les déroulant. Puis après, en regardant une semaine après comment les personnes ont digéré ça en fait sur leur écran, parce qu'il n'y a pas toujours effectivement 25 postes de travail dans la salle de formation. Et si justement il n'y avait pas un certain nombre de techniques qui permettaient d'aller voir un SAP en disant voilà, avec ça, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace dans la manière dont la transformation de la vie de l'opérateur va se faire au quotidien. C'était mon premier point. Mon deuxième point, vous avez mentionné la partie analytique. Je voulais savoir s'il y avait des acteurs particuliers de la Silicon Valley que vous nous conseilleriez de suivre sur ces domaines-là. Alors, sur votre premier point, non, on n'a jamais déployé de projet comme cela. Juste parce que ce n'est pas forcément dans notre périmètre d'intervention. Après, clairement, tout le process de création et de design qu'on a formalisé aujourd'hui et qu'on a vraiment posé fonctionnerait complètement sur un univers comme celui-ci. En fait, nous, ce qu'on a aussi développé, c'est ce que j'appelle, moi, la multiplication des points de contact apprenants. Je m'inspire beaucoup de ce qui se passe dans les médias et dans le retail pour travailler un peu différemment. Et en fait, dans le retail, aujourd'hui, avec le digital et le cross-canal, on cherche en permanence à multiplier les points de contact avec les clients, entre le client et la marque. Et en fait, c'est exactement le même principe dans le learning, sauf qu'en fait, vous allez choisir un média qui va répondre à un objectif sur un temps donné. Une infographie est un contenu apprenant qui peut être consulté en 1 minute, mais qui va répondre à un besoin ultra spécifique. Vous aurez besoin peut-être plus d'un micro-learning de 15 minutes pour aller un tout petit peu plus loin, puis ensuite d'un atelier d'1 heure ou de 2 heures, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on crée, qu'on design un process, ou ce qu'on a appelé pendant un moment le fameux continuum d'apprentissage. Donc en revanche, voilà, c'est formalisé et on cherche toujours à aller un peu plus loin dans ce type d'approche. Sur votre deuxième question, j'ai pas forcément identifié d'acteurs forcément à suivre sur ce sujet. En revanche, en France, vous pouvez suivre une boîte qui s'appelle Domocio qui fait un super bon boulot sur le sujet. En fait, nous, on a juste
échangé notamment aussi avec des chercheurs de Berkeley et de Stanford sur le sujet. Je pourrais retrouver leur nom si vous le souhaitez. On a eu à la fois la chance et le... Pour moi, ça a été un moment très douloureux. On a suivi un cours d'un prof de Berkeley sur les Learning Analytics et je me suis dit que quelque part, l'avenir appartenait aux matheux et que je crains de ne pas faire partie de cet avenir. Mais voilà. En tout cas, Berkeley font des choses hyper intéressantes sur le sujet. Et après, en revanche, dans un registre très différent, LinkedIn est assez effrayant sur le sujet. Vraiment. Et juste, je ne vais pas forcément m'étendre, sauf s'il y a des questions sur le thème, mais pour savoir de quoi je parle, vous pouvez lire ou regarder cette vidéo qui s'appelle « En 2033, je ne travaille plus, je transfère », où LinkedIn en fait, a pris le monopole du marché du travail en 2033. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question sur ce que vous disiez quand vous accompagnez des grands groupes, par exemple 1 heure 100 personnes. Moi, je viens de l'univers du bâtiment, donc on intervient beaucoup sur des chantiers. Les gens ont peu de temps, ils lisent très peu, ils ne sont pas du tout papier, ils ont un téléphone, c'est la seule chose qu'on a, et on intervient soit avec un casque de réalité virtuelle pour faire des petits ateliers sur des grandes séries pour 5 minutes pour chaque personne, ou on fait des formations un peu à la volée. Notre problème, c'est de valider, parce que quand on a des grands groupes, on a le personnel d'un chantier, c'est très disparate. On a de l'ouvrier à l'ingénieur, au chef de chantier. Comment vous savez, comment vous pouvez suivre? On a toujours des gens, nous, qui se carapatent, c'est-à-dire on va ratisser large, on va leur offrir des tas de goodies, on va les faire venir sur le temps d'un déjeuner. Enfin, littéralement, on déploie tous les efforts, mais on a toujours des gens qui échappent. Et ces formations, on les a tentées pour créer un compte, ne serait-ce qu'un compte mail, parce que le Twitter, ils en sont assez loin et ce n'est pas leur préoccupation. Mais on a un taux de chute, enfin, on est obligé d'abord de valider, nous, ce qu'on fait, savoir quel est le retour, combien de personnes, et comment vous faites ces points de contact, comment vous pouvez les multiplier avec une population qui est très disparate, qui a un rapport des fois avec la langue française qui est un peu difficile. Est-ce que vous avez des formules? Comment ça s'adapte? Il n'y a pas forcément de formule magique. Après, ça va aussi être très différent en fonction de la culture d'entreprise et qui, en fait, là, ce que vous êtes en train de décrire. En général, et parfois, ça ne marche pas du premier coup. On a eu le cas dans une... Je ne sais pas trop si je peux les citer, mais dans une boîte qui fait du catering. Et on a fait une première opération qui a bien fonctionné. On a fait une deuxième opération qui a moins bien fonctionné. On a fait une troisième opération qui a cartonné. Et en fait, ce qui a cartonné, c'est que là, on était 11h, 15h. Il y avait ce qu'on appelle, nous, une digital squad qui était à dispo dans une salle de 11h à 15h pour que les gens viennent poser toutes leurs questions sur LinkedIn. Et donc, on avait identifié des gens plutôt experts, intermédiaires et débutants. Et en fait, ce qui a fait venir les gens, c'est pas du tout les experts LinkedIn, ils n'en avaient rien à foutre, c'est le fait qu'il y avait un photographe pour refaire sa photo de profil. Et en fait, on a eu une queue, mais jusque dans les couloirs de l'entreprise, parce que les gens attendaient pour faire la photo. Et donc, il y a juste eu un moment où nous, on s'est retrouvés un peu comme des cons avec nos tablettes à regarder le train passer en se disant, bon, en fait, ils viennent pas du tout nous voir. Donc, on est juste allé les voir et on a fait la formation à LinkedIn pendant qu'ils faisaient la queue comme à Disneyland, quoi. Et en fait, c'était génial parce que les gens certains venaient vraiment que pour la photo en mode genre, mais moi, LinkedIn, ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, on avait un argument génial qui était de leur dire, vous en avez pour 20 minutes à attendre. Donc, autant mettre ce temps à contribution pour... voilà. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu après ces 20 minutes, voilà. Et après, moi, ce que je dis souvent, il n'y a rien qui fonctionne mieux, à mon avis, que d'aller chercher les plus bas instincts de l'être humain. Donc, bouffe gratuite, cadeau... Après, pour être sûr que les gens valident quelque chose, là, clairement, j'ai vraiment pas de solution miracle. Et je pense après que ce qui est compliqué aussi pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut faire le deuil du 100%. Vous l'aurez pas. En revanche, il y a plein de systèmes qui vous permettent de récupérer des signatures ou des choses peut-être un peu plus... pour quantifier un peu plus ou avoir des métriques ou en tout cas être sûr que les gens ont validé quelque chose. Mais la logique de don contre don, à mon avis, fonctionne assez bien et est vraiment quelque chose à exploiter. Mais c'est souvent le one shot, ça, ils viennent, puis après, ils transmettent la chance, ils sont pas suivis, ils sont pas mis à jour. Non. Ça, c'est un vrai effet. Quelque part, on doit mesurer, on doit rendre compte, et quelque part, on se rend compte qu'on perd aussi vite la population qu'on a pu la gagner.
C'est pour ça que cette notion de point de contact, elle est à explorer, hein, parce que vous allez avoir des choses qui vont super bien fonctionner et d'autres qui vont pas du tout fonctionner. Et puis parfois, vous allez avoir des sujets sur lesquels vous pensez que ça va être un carton, et puis en fait, c'est un méga flop. Et donc, il faut aussi accepter de tenter des choses, de prendre le risque que ça fonctionne plus ou moins bien. En revanche, la notion d'un point de contact, c'est qu'il doit être régulier et répétitif. Et en fait, pour moi, c'est aussi tout ce qui se fait autour de la culture, c'est que ce qui fonctionne dans une culture, c'est les rituels. Et c'est pour ça que je parle de guérilla learning, en fait. C'est que, en fait, quelque part, c'est aussi une manière de ritualiser un peu différemment la formation. La dernière fois, en discutant avec quelqu'un autour de ce qu'on faisait, j'en parle partout, donc ça va finir par émerger avant que je le fasse, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ce serait le sol est une ressource totalement inexploitée dans les organisations. Il n'y a rien au sol en général. Alors qu'à contrario, les écrans d'affichage, les murs, les trucs sont surchargés de communication, d'informations. Ça fait partie des meubles, plus personne ne les voit ou n'y prête attention. Et je me dis que ça pourrait être super intéressant de se dire, ok, comment je crée un parcours de formation au sol et qui soit en plus cross-canal. S'il y a des gens qui sont partants, moi c'est mon nouveau dada, là je veux faire un truc au sol. Je ne sais pas encore quoi, mais... C'est en réalité augmentée. Et ben pourquoi pas. Et Pokémon Go a cartonné quand c'est sorti, et voilà, c'est un peu le même principe. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse? Non, merci beaucoup Marion pour cette intervention. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez appris des choses sur le learning de demain et que ça vous a donné des idées. Et on se voit au prochain rendez-vous de l'inspiration qui devrait avoir lieu vers le mois de mars-avril, à peu près. Merci beaucoup. Au revoir.